Grand plaisir de recevoir Vladimir Fedorovski. Bonsoir à vous. Ne renversez pas les rôles. C'est moi qui est fier. Vous êtes heureux d'être parmi nous et aux côtés de la grande Catherine. De la grande Catherine. Vous n'êtes pas dépaysé. Et la neige. La neige. Et la neige, voilà. Donc on est dans un climat sibérien. Vous êtes Poutine est pour moi. Tout à l'heure, il y a 5 minutes. Exactement. Et en plus, on a ces déclarations fort inquiétantes du président russe, Vladimir Poutine, Louis Dragnel, qui confirme. Sont utilisés par l'Ukraine en Russie. En clair, un pays comme la France qui livre des missiles Scalp à l'Ukraine pour frapper éventuellement la Russie. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de Scalp français. Il y a des Scalp britanniques qui ont été utilisés, mais pas de français. Ça veut dire en deux mots que si la France décide d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses propres Scalp pour frapper la Russie, nous sommes possiblement les ennemis de la Russie. Donc, et ils menacent de frapper ces pays-là. Mon Dieu. Avant de passer la parole à Vladimir Fedorovski, on regarde juste le petit point préparé par Sarah Fenzari sur cette escalade des tensions entre l'Ukraine, la Russie et tout l'Occident. Est-ce la réponse appropriée que Moscou promettait après les premières frappes de missiles occidentaux sur le territoire russe depuis le début de la semaine ? La Russie a lancé un missile balistique intercontinental en Ukraine ce jeudi matin entre 5h et 7h, confirmé par l'armée de l'air ukrainienne. Lancée depuis la région d'Astrakhan, l'arme utilisée ne portait pas de charge nucléaire. Ces missiles, auparavant jamais utilisés en conflit, sont conçus pour transporter des ogives nucléaires et frapper à des milliers de kilomètres de distance. Lors d'un point presse diffusé en direct sur YouTube, la porte-parole de la diplomatie russe a reçu un appel. Au bout du fil, un homme lui ordonnant de ne pas s'exprimer à ce sujet. Allô ? Oui, allô ? Je t'appelle concernant la frappe de missiles balistiques sur l'usine Yuzhmak, dont les Occidentaux ont commencé à parler. Ne commente pas du tout. Oui, merci. Plus tôt dans la semaine, l'Ukraine avait utilisé pour la première fois des missiles américains d'une portée de 300 km contre une installation militaire dans la région russe de Briansk, après avoir reçu l'autorisation de Washington. Vladimir Fedorovski, on est pétrifié là, par ce qui est en train de se passer. Moins que moi. Que pensez-vous que Vladimir Poutine veut vraiment ? Il veut nous frapper ? Je vais vous dire, je peux parler longtemps, mais j'ai déjà tout décrypté. Les dernières pages de livre qui est sorti, tout est Staline, Poutine, dialogue tout est là, chez Ballant. parce que vous savez les éléments, ce qui est dans la tête, etc. Mais cela dit, oublions tout ça. Je vais vous dire avec beaucoup de gravité, je considère, avec ma modeste expérience diplomatique, qu'on vit maintenant la période, pas une des périodes les plus dangereuses de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais la période la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Pire que la guerre froide. Pire que la guerre froide. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre froide, il y avait des lignes rouges, il y avait des contacts, il y avait des gens qui ont participé à la guerre. Ils ont connu la guerre, physiquement connu la guerre. Et ces gens-là, aujourd'hui... ne sont plus là. Ils sont plus là. Il y avait, malheureusement pour moi, j'ai écrit une vingtaine de... Physiquement, j'ai participé à la rédaction d'une vingtaine de traités. Côté fusible contre tout ça. Rien n'existe. Pire que la guerre froide et l'escalade vertigineuse à laquelle je vous ai averti. Que vous nous avez dit il y a plusieurs mois. Mais quand Poutine dit la Russie est prête à tous les scénarios dans le conflit, Poutine peut envoyer des missiles sur la France. Non, mais ça, la psychologie de Poutine. J'essaie de vous dire une chose, que je pense que l'Occident a sous-estimé ses alertes. Il y a quelques semaines, il a changé la doctrine. C'est pas hier. Il a changé la doctrine nucléaire, évidemment. C'est-à-dire, il l'a prévenu. Je pense que l'Occident, vous savez, je vais vous dire, pas ici, parce que vous êtes... J'adore, parce que vous invitez les grands correspondants de guerre. Vous n'invitez pas, je vais vous dire, vous n'invitez pas les spécialistes de Covid, qui sont devenus spécialistes de l'Ukraine, et en plus... spécialiste de la dissolution dans la foulée. Vous comprenez les choses comme ça. Mais vous savez, je vais vous dire, on a alerté. Moi, j'étais ahuri. Et vous savez, je suis doublement ahuri.
Vous connaissez que mon père était un très grand Ukrainien, ma mère était russe. Mais cela dit, vous vous souvenez, Catherine, ce qu'on a fait, on a tué la guerre froide. Vous avez physiquement tué la guerre froide et on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus grave que la guerre froide, l'escalade vertigineuse. Ces paroles le prouvent. Louis Dragnel, une question à Vladimir Fedorovski. Donc on voit bien qu'on est dans une logique d'engrenage. La question qu'on se pose tous à chaque fois, nous Français, nous Occidentaux, c'est que croire dans les propos de Vladimir Poutine? Est-ce que réellement, quand il dit qu'il n'exclut pas de frapper en réalité la France, est-ce qu'on est menacé? Vous parlez avec un poutinologue patenté. 28 pays, je vends dans 28 pays, j'ai fait 6 livres sur lui. Je vous ai prévenu, c'est un psychorigide. Il va jusqu'au bout de sa logique. Jusqu'au bout, c'est un danger. C'est pour ça qu'il faut avoir la psychologie sur ça. Cela dit, il faut dire que Poutine, en même temps, c'est quelqu'un, en même temps, il est quand même très pragmatique. Il se fixe les idées, il peut... Ce qu'on vous raconte, le baratin, Poutine bluffe, la Russie, les Russes sont nuls, qu'ils n'ont pas de fusée, vous savez, on a raconté tellement ça, j'ai honte. Tout est sur l'Internet, tout est là, et on vous a raconté, et puis ça nous arrive maintenant. Quand j'ai prévenu, il y avait une tribune, les gens rigolaient, on va tout droit vers la guerre totale. Ils ont dit non, elle bluffe, etc. Non, pas du tout. C'est une alerte et ça nous va droit dans les yeux. Et je vais vous dire, nous avons une petite chance avec ce côté pragmatique. Elle était formée quand même, je raconte ça par la pègre quand même, pragmatique par conséquent. Et je vais vous dire, ce qu'il y a... Ah oui, bien sûr, je raconte ça comment elle était fermée. Vous savez, j'ai vu le plus grand mafieux à Saint-Pétersbourg et ils ont dit qu'ils ont la code de conduite. Aller jusqu'au bout, attaquer le premier et puis être très pragmatique. C'est les règles. Il a assimilé ça. Mais une autre chose. Vous savez, dans cette affaire, il y a une autre chose qui a été une leçon pour les gens qui nous racontent des bêtises. C'est l'élection de Trump. Exactement. L'élection de Trump, à mon sens, il ne faut pas sous-estimer la donne. Parce que ce qui a la décision de Biden, c'est une décision qui était préparée, vous savez, avant les élections de Trump. D'autoriser les missiles. D'autoriser les missiles. Parce que physiquement, vous savez, il faut avoir le guidage, tout ça, c'est les choses techniques. Oui. C'est-à-dire, il le fait, pour parler poliment, pour enquiquiner le Trump, évidemment, pour penser que ça... Mais hier, j'ai regardé Musk, il a dit non. Elon Musk. C'est Elon Musk. Le fils de Trump. Il a dit c'est une combine pour arrêter le désir de la paix. Et je vais vous dire... Entrer dans les négociations. Mais oui, c'est ça. C'est une combine, c'est-à-dire c'est fait. Et je pense que Poutine, tout en faisant... Il fait du Macron quand même. En même temps, en faisant ça, il ne va pas... Mais je vais vous dire, pas... Ça, il fallait le faire. Mais il faut dire que maintenant, je pense que la date de l'arrivée de Trump, c'est une date fatidique. Cela dit, il faut qu'on vive... 20 janvier. Mais qu'on vive ça jusqu'au bout. Parce que les Ukrainiens, ils sont, encore une fois... Vous montrez ça, vous êtes presque une seule chaîne en France qui montre les correspondants de guerre là-bas. Vous savez, comme je suis ukrainien, je suis ahuri et pour moi c'est une tragédie parce que l'avance russe, il ne faut pas sous-estimer. Ce qui se passe devant nos yeux aussi, c'est ça. Et dans cette affaire, vous me permettez un petit souvenir. J'ai vu le dernier survivant de la crise de Cuba. Et il m'a raconté comment Kennedy a géré ça. Il a dit, dans la guerre qui nous attend, vous savez, il n'y aura pas ni vainqueur, ni vaincu. Il y aura, c'est la fin. Mais il a dit ni vainqueur, ni vaincu, mais il a cherché d'éviter les adversaires dos au mur. Et un conseil de vieux diplomate, que j'étais de la fin de la guerre froide, si on me permettait dans cette affaire, il faut essayer de saisir, pour moi c'est presque une dernière chance de négociation. Le 20 janvier, une date fatidique, mais il faut qu'on survive. Si ce moment-là, je ne voudrais pas gâcher quand même. Catherine Ney, une question à Vladimir Fedorovski. C'est vrai que ce missile
balistique intercontinentale qui est arrivée, ça fait très peur parce que c'est la première fois, mais je me dis, pourquoi utiliser une arme pareille qui, au minimum, pour faire 1000 km, alors que la portée, c'était, on nous dit, 5000 à 10 000. Alors, c'était pas encore, on ne sait pas encore exactement ce qu'est ce missile. En tous les cas, il n'avait pas de charge nucléaire. Je me dis, là, c'est vraiment pour faire peur, parce que des spécialistes militaires vous disent que dans ce cas-là, c'est très compliqué de le faire atterrir, parce qu'il faut qu'il monte très, très, très haut pour descendre. Enfin, je dis, pourquoi utiliser un matériel pareil si ce n'est pour alerter, pour dire, vous savez, on a des armes, on peut aller plus loin, et si c'est pas pour forcer la négociation. Parce que je trouve que là, la personne qu'on nous a montrée, là, au ministère des Affaires étrangères, qui fait une conférence de presse, et qui comme par hasard, au téléphone, et on entend la voix de celui qui lui parle de ne pas lui parler, évidemment que c'est un stratagème, c'est une mise en scène. Il ne faut pas non plus être des naïfs. Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont disproportionnées, et cette scène-là est pour moi un peu ridicule. Alors, vous savez, je vais vous dire, vous avez raison pour le truc de mise en scène. Non, mais vous imaginez... Ça, vous avez senti tout de suite, comme à 100% d'accord. Je vais vous dire, dans cette affaire, vous comprenez, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à la conclusion que nous avons l'adversaire maintenant à tous. Et c'est l'adversaire, c'est la guerre mondiale qui frappe à notre porte. Mais, les Finlandais, les Suédois sont terrifiés. Bien sûr, mais il ne faut pas sous-estimer aussi la pression qui est exercée. C'est pour ça que, vous savez, le mot Staline est important, parce que les néo-staliniens, maintenant, on le vend en poupe. C'est eux qui représentent. En Russie. Évidemment, Staline, vous savez que c'est l'homme le plus populaire de l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues. Mais surtout, il y a les gens qui exercent une très grande pression sur Poutine, notamment les militaires. Ils disent, nous avançons, nous sommes en train de gagner la guerre, l'Occident, il essaie de nous provoquer, et avec les choses, allons jusqu'au bout de notre logique et allons jusqu'au bout. Alors c'est quoi aller jusqu'au bout ? Sur ce plan-là, je me permettais encore une chose, un petit espoir. Parce que Poutine, la mafia, tout ça, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui pratique la géopolitique comme les arts martiaux. Vous savez que c'est un judoka. Absolument. C'est quelqu'un qui se retient, qui ne va pas. Et peut-être le fait que dans ce contexte-là, il y a cette perspective de Biden, peut-être le fait que la ceinture noire peut nous donner un espoir. En tout cas, pour ma part, je suis persuadé que le moment est gravissime. On a sous-estimé tout ça. On a dit non, c'est Poutine, les Russes sont nuls, les Poutine c'est bidon, ça c'est, il ne va pas. L'armée, le complexe militaire. Je vais mettre, s'il vous plaît, la Russie à genoux. L'économie russe à genoux, tout ça, c'est... Oui, mais vous savez, ça nous a... Mais c'est la même chose qu'avec Trump. Ils se sont tellement trompés, ces néoconservateurs, mais aussi mainstream, qu'ils devaient avoir honte. Mais simplement, maintenant, nous sommes au bord du gouffre. Et dans ce bord du gouffre, on ne peut plus raconter n'importe quoi, on doit être très précis, ce que vous faites en invitant les correspondants de guerre. Et Catherine Ney, de votre temps béni, il y avait des politbureaux. Voilà, et le numéro 1 soviétique, il était quand même un peu soumis aux humeurs Mais alors, il y avait autour de lui des gens qui pouvaient lui parler, dont il pouvait craindre les avis, alors que là, avec Poutine, on se dit, mais qui écoute-t-il ? Non, Poutine, vous savez, il y a Lavrov, il y a les choses. Vous savez, je vais vous dire, où il y a une nuance, il y a quelqu'un que je vous conseille de regarder, il y a le chef de service étranger qui porte mon nom, donc grâce Narishkin, il s'appelle. Oui. Je vous conseille vraiment. D'ailleurs, c'est un dernier contact avec la CIA, ça se passe à travers lui. C'est-à-dire, on a tout rompu, etc. Mais je vais vous dire, Catherine, vous vous souvenez, j'ai travaillé, je n'ose pas dire avec qui j'ai travaillé, sur 6 dirigeants russes du Kremlin, il y avait 4 Ukrainiens. Et j'ai appartenu à la mafia ukrainienne, dans la réalité. Je vais vous dire, à l'époque aussi, il y avait un système tsariste, mais quand même, il faut comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il faut entrer dans la tête des gens qui prennent les dirigeants. Et c'est ce que vous faites dans ce livre, Staline et Poutine, dialogue d'outre-tombe chez Ballant. C'est un dialogue virtuel entre... Non, rien n'est inventé. Alors,
C'est ce que Poutine il a dit dans le petit comité et ce que néo-stalinien. Évidemment, ce n'est pas Staline, c'est outre-tombe. Donc tout ce que dit Poutine est vérifié. Mais vous savez, je vais vous dire, lisez, j'ai prédit ce qui nous arrive. J'ai honte. J'ai honte. Parce que ce qui nous arrive, c'est tellement grave que j'aurais tellement aimé me tromper. Mais donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une imminence de guerre généralisée? Je pèse mes mots, on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe. Donc il faut être aux aguets, se préparer comme le font les Finlandais, comme le font les Suédois, avec des stocks de nourriture, des abris antiaériens? Non, je ne voudrais pas angoisser les gens, parce que la Noël arrive quand même, mais il faut être lucide. Mais je tiens à vous prévenir pour ne pas gémir sans tomber dans l'hystérie. Il faut être très lucide. Catherine, je vois que nous avons été un peu effrayés quand même par le discours de M. Fedorovski. C'est-à-dire que, vous voyez, avant Noël, tout ce qui nous attend, la crise économique, politique, oui, c'est... C'est un joyeux Noël qu'on fait. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Staline et Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant. Formidable livre. Merci Louis Dragnel. Merci Laurence. Céline Pina, Michel Lebrun et bien sûr Catherine Ney. Dans un instant, sur Europe 1, Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir. Et chez Christine Kelly, très important, très intéressant, Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il répondra bien entendu. Comme on est normands tous les deux, mes amitiés à monsieur le ministre. Il répondra aussi à ce que vient de dire Vladimir Poutine, qui donc n'exclut pas de frapper les pays qui concourent à toucher la Russie. Bonne soirée.